Bien, nous entamons ce soir une deuxième séance relative aux exercices qui ont trait au transfert de masse. Nous avons commencé hier notre première séance dans laquelle nous avons vu le problème numéro 1 que voici, et je m'étais arrêté aux extensions que l'on pouvait donner à cet exercice, à savoir, je m'étais arrêté au niveau, à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque je devais vous parler du fluide dit parfait. Alors, il faut savoir qu'il existe deux approches pour évaluer globalement la pression, le volume, la température et le nombre de moles d'un mélange gazeux. D'abord, la première approche que tout le monde connaît, que nous avons utilisée lors du premier exercice, c'est ce qu'on appellera la loi de Dalton, où il s'agira de sommer les pressions partielles de chaque constituant entrant dans le mélange. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est comme si que vous avez ici votre mélange constitué de trois constituants, A que j'ai appelé A, B et C. Ce mélange est contenu dans une enceinte fermée de volume V et à une température T. Bien, en fait, la procédure est la suivante. On supposera, on supposera que chaque constituant peut occuper à lui seul tout le volume qui lui est offert en faisant abstraction de toutes les autres molécules, c'est-à-dire tous les autres constituants. C'est comme si A peut exister à lui seul dans tout ce volume V à une température P, et les chocs que les molécules de A exerceront sur les parois donnera la pression partielle PA du gaz A seul. Je refais cette même procédure pour le gaz B et C. C'est-à-dire que c'est comme s'il se trouvait être tout seul dans ce volume à la température T, exerçant à lui seul une force de pression sur les parois de mon enceinte. Idem pour ce qui est de du constituant C. Et donc la pression totale, ce sera la somme des trois pressions ici, PA, PB et PC. Ça, c'est sa première loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Dalton, que je viens de vous présenter. Ensuite, que fait-on? Ben, PA ou PI, c'est quoi? Eh bien, je peux, à partir de la loi des gaz parfaits, à partir de la loi des gaz parfaits, retrouver à quoi va être égal, par exemple, PA. PA, ça sera NA RT sur V. Et PB, la même chose pour BB, la même chose pour PC, et même pour P. P, ça sera N sur RTV. NRT, pardon, sur V. NRT sur V. Quand je constitue, quand euh, je, je prends en compte la, la loi la loi des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits. Donc ça, c'est la première approche où il s'agissait d'obtenir la pression totale. La seconde approche, quant à elle, elle va s'intéresser au volume. On l'appelle la loi de Amaga. La voici. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Le volume de mélange sera égal au volume de tous les constituants. Simplement, cette fois-ci, dans ce cas, on supposera que le gaz A occupera un certain volume VA, mais à la pression P et T, identique à celle... Je m'explique, je vais mettre... Voilà. Alors, voici mon mélange de gaz qui occupe un volume V total et soumis à la pression P et T. Eh bien, on supposera dans cette seconde approche que, par exemple, pour le gaz A, il occupera un certain volume VA à la même pression et la même température, comme ceci, en étant seul, c'est-à-dire on fait abstraction du gaz B et C, comme ceci. Je refais ce même topo pour B, pour le constituant B. C'est comme si que B occupait à lui seul un certain volume VB, mais à la même pression et température que celle de mélange. Et enfin, on refait le même travail pour le gaz
C. Voici donc ces deux approches. En fait, je suis en train de vous présenter ces deux approches pour déjà vous rappeler la loi de Dalton, mais surtout répondre à une question que je vais poser dans un instant. Est-ce que les fractions molaires sont égales aux fractions volumiques? Eh bien, on va voir que la réponse est oui. Dans le cas des gaz parfaits, la fraction volumique, elle est identique à la fraction molaire. Bien, continuons si vous le voulez bien. Une fois que je vous ai présenté ces deux approches, allons, euh, encore restons toujours dans ces deux approches. Présentons, comme je l'ai dit, la loi de Dalton et montrons la conservation du nombre de moles à partir de euh, le fait que les pressions partielles sont additives. Donc voilà ce que dit la loi de Dalton. La pression totale de mélange, c'est la somme des pressions partielles qu'exercent les différents gaz lorsque ces derniers occupent à eux seuls le même réservoir au volume V et à la température T. Ensuite, que fait-on? Ben, comme je l'ai dit, nous allons exprimer P en fonction de l'équation d'état des gaz parfaits et PI en fonction de l'équation d'état des gaz imparfaits. Donc je vais faire ça. P, ça sera égal à nRT sur V, pour la pression totale, et les PI seront égaux à NIRT sur V, comme ceci. Je vois apparaître dans tous les membres RT sur V. Je peux donc le simplifier de part et d'autre. Par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens le fait suivant. En fait, la loi de Dalton qui stipule que la pression totale, c'est la somme des pressions partielles, c'est en fait une autre écriture de la conservation du nombre de moles total. La conservation du nombre de moles est exprimée sous une forme différente, à savoir par le biais des pressions. Voilà un peu cette loi de Dalton. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin pour montrer quelque chose d'autre. On va montrer en fait que le rapport des pressions, pression partielle sur pression totale, c'est exactement confondu avec la fraction molaire. Alors commençons. Nous savons que PI, c'est NIRT sur V. PI, c'est NIRT sur V. Nous savons également que P, parce qu'il me faut exprimer RT sur V. RT sur V est là aussi. P, c'est RT sur V sur V. Pardon. P, c'est NRT sur V. P, c'est NRT sur V. Si bien que RT sur V, c'est P sur N. RT sur V, c'est P sur N. Eh bien, je peux dire que PI, c'est NI fois P sur N. NI fois P sur N. Mais qu'est-ce que je viens de mettre en évidence ici? Je vais mettre en évidence NI sur N. NI sur N. NI sur N n'est rien d'autre que la fraction molaire. Par conséquent, voici à quoi va être égal PI, c'est YI P, à savoir PI sur P, si l'on pouvait exprimer ça euh, en utilisant un abus de langage, on dirait la fraction de pression, mais que ça ne veut rien dire, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, c'est PI sur P, c'est exactement égal à YI. Mince, j'ai pas fait l'animation comme il se devait, la phrase a disparu. Rapidement, je vais enlever ça. Alors, je disais donc, voilà, la fraction entre guillemets de pression, à savoir PI sur P de l'espèce I, c'est égal à la fraction molaire. Et voilà, nous avons un peu montré ce résultat que nous connaissions par ailleurs, et que nous avons utilisé dans l'exercice numéro 1. Nous allons maintenant voir d'un point de vue volume, c'est-à-dire la loi d'Amaga, qu'est-ce que ça va donner? Ça va répondre à la question que je vous ai posée. Est-ce que les euh, fractions volumiques sont égales aux fractions molaires? Donc je reprends la seconde approche que voici, que je ne vais plus redétailler puisque ça a été fait. Donc voilà
vous supposez que le gaz A se trouve à être seul ou à occuper un certain volume VA, mais à pression P était constante, c'est-à-dire celle du gaz, du mélange de gaz. Voici donc le modèle qui est apparu devant vous. Ensuite, j'écris la conservation, enfin, j'écris le fait que V, c'est VA plus VB plus VC, VA plus VB plus VC, comme ceci. Ensuite, par le biais de l'équation d'état des gaz parfaits, je sais que V, c'est nRT sur P, et par conséquent, VI, c'est nIRT sur P, comme ceci. Donc, je vais utiliser ça. J'applique ça ici, partout. Vous l'avez compris, RT sur P va se simplifier, comme ceci. J'obtiens par conséquent une deuxième écriture de la conservation du nombre de moles, à savoir le fait que V, c'est égal à VA plus VB plus VC. Voici ce que dit cette seconde approche, la loi d'Amaga. Il faut comprendre que la fraction volumique, que on note généralement mu, parfois vous trouverez également VF de l'espèce I. VF, c'est pour volume fraction en anglais. Eh bien, c'est le volume du constituant, c'est-à-dire VI, divisé par le volume total, divisé par le volume total, par le volume total des constituants du mélange avant qu'il soit mélangé. Je parle de la fraction, hein, qui n'est pas encore apparue. Donc, continuons. Ensuite, je reprendrai ce commentaire. Donc, VI, c'est NIRT sur P. VI, c'est NIRT sur P. Maintenant, toujours la même question. Qu'est-ce que RT sur P? Bien, je peux l'obtenir à partir d'ici. C'est-à-dire, je sais que V, c'est NRT sur P. Par conséquent, RT sur P, c'est V sur N. Je remplace ici V sur N. Voici le résultat auquel je voulais aboutir, à savoir que VI, c'est YIV. VI, c'est YIV. En d'autres termes, j'espère que ça ne va pas disparaître. Si ça a disparu, le commentaire n'a pas eu le temps d'apparaître, puisque il y a eu, voilà, 2 secondes, j'arrange ça. Voilà, ça disparaît pas trop. Voilà, la fraction volumique de I, la fraction volumique la fraction volumique de I, c'est égal exactement à la fraction molaire de la même espèce I. Et c'est ce que je vous disais, que signifie une fraction volumique, que nous allons noter mu, I, eh bien, c'est le volume du constituant I, le volume du constituant I, divisé par le volume de tous les constituants, avant, avant leur mélangeage. Bien voilà, nous sommes maintenant armés, c'est-à-dire que nous pouvons aborder d'autres problèmes, sachant quoi? Ben, on va faire cette conclusion dans la prochaine diapositive, à savoir, la fraction volumique, c'est exactement égal à la fraction molaire, qui est égale au rapport de la pression partielle PI sur la pression totale. La pression partielle PI sur la pression totale. Donc dorénavant, je ne redemontrerai plus ça. Dès que vous entendrez parler d'un gaz parfait, d'un mélange de gaz parfait, sachez que la fraction volumique, elle est exactement égale à la fraction molaire. Et par là même, elle est égale aussi à PI sur P. Bien, une autre chose que je voulais aussi mettre en évidence, que j'avais déjà parlé de ça la séance dernière, mais il n'y avait pas de support écrit. C'est comment passer en fait de la fraction au pourcentage ou bien vice-versa du pourcentage à la fraction. Ben, c'est rien, mais j'ai préféré l'écrire. Donc pour convertir, pour passer des pourcentages, qu'ils soient massiques ou molaires, aux fractions massiques et molaires respectivement, il suffit juste de diviser par 100 les pourcentages. Voilà, nous sommes maintenant prêts à aller aborder d'autres exercices et problèmes. Et je vais commencer par un second exercice que j'ai appelé EB2. C'est un mélange d'hydrocarbures qui va apparaître comme ceci.
où il s'agira de remplir un tableau. Donc vous avez ici les pourcentages molaires d'un mélange contenant du méthane, de l'éthane et du diazote. Donc ce sont deux alcanes, c'est NH2M plus 2. Et qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne donc les pourcentages molaires et les conditions de travail, à savoir la pression, 50 degrés Celsius, j'ai dit la pression, la température, 50 degrés Celsius, la pression, presque 1 bar, et un volume de 60 litres. Alors commençons. Qu'est-ce que dit ce tableau? Le voici. D'abord, écrivons les formules chimiques du méthane, de l'éthane, et bon, le diazote, c'est le N2, mais comme je l'ai dit, ce sont des alcanes, donc c'est CnH2n. Le méthane, tout le monde le connaît, CH4, et l'éthane, c'est C2H6. Quant au diazote, comme on l'a dit, c'est N2. Donc écrivons les pourcentages respectifs, les voici. Commençons directement par écrire sur le tableau les fractions molaires. Je viens de le dire, pour passer des pourcentages aux fractions, il faut diviser par 100. Par conséquent, vous aurez 0,79, 0,19 et 0,02 comme ceci. Voilà, nous avons répondu à la première question. La voici. Donc j'ai trouvé les fractions molaires. Enfin, je n'ai pas trouvé, mais j'ai déduit les fractions molaires. Les voici. Et maintenant, je vais aller déterminer les pressions partielles à l'aide, vous l'avez compris, de ce qu'on vient de faire actuellement, la loi de Dalton. Donc, à savoir, PI, c'est YI, la fraction molaire, fois la pression totale. YI fois la pression totale, sachant que la pression totale, c'est la somme des pressions partielles, PI. Alors, vous trouvez après tout calcul ces résultats. Je peux vous montrer ma feuille Excel que voici. Alors la voici. Vous avez ici le EB2. J'ai mis les données de ce côté-ci. Vous avez la pression en barre, la température en degrés Celsius, le volume en litres et la constante universelle des gaz parfaits. Puis, pour calculer la pression partielle que voici, d'abord j'ai écrit les pourcentages. Ils ne sont pas dans le même ordre que ce que vous avez sur le data show, sur le PowerPoint. Hein. Mais voici les pourcentages. Et pour avoir donc j'ai divisé, vous voyez, j'ai divisé par 100. J'ai divisé cette colonne par 100. Puis pour avoir les pressions partielles, les voici. Donc je divise je multiplie les fractions molaires par la pression totale qui est là. C'est le A7, c'est là. Et je trouve ces valeurs que je vous ai reportées ici, en barre, en barre. À présent, je voudrais calculer les volumes du méthane, de l'éthane, du diazote. Idem, je vais utiliser cette fois-ci la loi d'Amaga pour pouvoir, à savoir, qu'est-ce qu'elle dit? VI, c'est YI fois V. YI fois V, je connais V, le voici 60 litres. Et YI, le voici. Je revois les unités, c'est des litres, donc il n'y a pas de souci. Je fais mon calcul, je trouve ces valeurs-là. Les voici. Je reviens à ma feuille Excel, que voici. Donc là, voici, idem. Voici les volumes partiels, comment je vais pour les avoir. Vous voyez bien, c'est la fraction molaire multipliée par le volume total pour tout le monde, pour les trois composés, pour les trois gaz. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais aller à l'avant-dernière ligne. Là, il s'agit de trouver les fractions volumiques, μi, les μi, ou bien les VFI, ça dépend de comment vous écrivez cette fraction volumique. Eh bien, pour la fraction volumique, nous avons conclu par cela, les fractions molaires sont identiques aux fractions volumiques pour un gaz parfait. Par conséquent, ici, vous aurez exactement 0,79, 0,19 et 0,02 pour les trois gaz, comme ceci. Enfin, nous arrivons... Alors d'abord, je vous montre sur la feuille Excel. Où est-ce que c'est? C'est là. Donc c'est la fraction... Pardon, c'est le volume partiel fois le volume total pour les trois composés. Toujours
la même case, c'est-à-dire A13. A13. OK. Alors, nous arrivons à la dernière question, mais si vous avez remarqué sur le tableau, je me suis amusé aussi à calculer la masse moyenne, la masse, pardon, la masse de mélange, la masse de mélange de gaz. C'est pas ça, hein. Ça c'est le total, c'est le total. La masse molaire de mélange, la voici. C'est YI ami, YI ami, YI ami, grand ami évidemment. YI ami, la somme. C'est une question qui n'a pas été posée, mais moi j'ai voulu la calculer. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc on trouve une masse molaire de mélange égale à 18,9 grammes par mol. 18,9 grammes par mol. Alors je reviens. Pour les fractions massiques, soit je vais utiliser, et c'est ce que je vais faire, la relation que j'ai démontrée avec vous hier, celle-ci, je connais tout, je connais toutes les fractions molaires. Ici, il y a juste une chose. Là, comme c'est un composé gazeux, en toute rigueur, il faudrait qu'ici ce soit des Y. YA, YB, YC, d'accord? Et A, vous l'avez compris, A désigne le méthane, B désigne l'éthane, et enfin C désigne le diazote. Les masses molaires, les voici. 16 grammes par mol pour le méthane, tout le monde connaît ça. Pour ce qui est de l'éthane, ce sont 30 grammes par mol, et enfin 28 grammes par mol pour le diazote. Alors j'ai appliqué ça et j'ai trouvé ces résultats. Est-ce que j'aurais pas pu trouver ce résultat autrement? Si. Si. D'abord, vous l'avez compris pourquoi j'ai calculé ici la masse molaire de mélange. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour uniquement dire, euh, pour calculer la fraction massique, ce sera XAMA sur la masse de mélange, sur la masse molaire de mélange, qui est égale à 18. Donc je refais ici ça. J'ai fait ça. Donc j'ai fait, c'est YAMA divisé par la masse molaire de mélange. C'était juste une comparaison, juste pour voir, parce que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Bon, ce n'est pas très important, mais bon, je vous montre ce que j'ai fait. Je reviens ici. Pour la fraction molaire, on peut cependant trouver une deuxième manière pour retrouver le résultat. Une deuxième manière pour retrouver ce résultat. Il faudrait passer par le nombre de moles. Et le nombre de moles n'apparaît pas ici. De prime abord, je n'ai pas de nombre de moles. Donc je me demande bien comment je pourrais avoir le nombre de moles de chaque constituant et le nombre de moles total. En fait, il ne faut pas oublier, j'ai des conditions ici. Et donc en appliquant la loi des gaz parfaits, l'équation des gaz parfaits, je pourrais retrouver comment ça, le nombre de moles. Alors ici, c'est fini, hein. Ici le tableau est rempli, l'exercice a demandé juste ça, mais je vous montre ce que l'on aurait pu vous demander également. Je reviens à ma feuille de calcul, Excel. Donc le nombre de moles. D'abord, je pourrais utiliser la loi de Dalton, qui me donnerait ceci, à savoir, alors NI, c'est, oui, PIV sur RT. PIV sur RT, c'est-à-dire je prends les pressions partielles. PIV sur RT. Ou alors, si je raisonne avec la seconde approche, où le volume, lui, change, vous aurez les volumes éléments de chaque constituant, ça serait PVI sur RT. Vous remarquerez à chaque fois, donc les P, les V, RT sont là. Et idem, si je veux travailler cette fois-ci avec le volume de chaque constituant, la pression est constante, je la prends d'ici, le volume partiel, il est là, divisé par RT. Température, évidemment, vous allez voir, hein, température en degrés Kelvin. Hein. Donc je rajoute toujours 215, hein, 273, pardon, 273,15. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas oublié non plus, parce que j'ai pris la constante des gaz parfaits comme étant 8, 30, 314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Je n'ai pas oublié de convertir les bars en pascal et les litres en mètres cubes. Les bars en pascal, 10 puissance 5, et les litres en mètres cubes, 10 puissance moins 3. Donc j'ai retrouvé ici par deux manières différentes, c'est-à-dire la première approche, globalement la loi de Dalton, et par la loi d'Amaga, j'ai retrouvé exactement le nombre de moles de chaque constituant. Et évidemment le nombre de moles total. Le nombre de moles total.
que j'ai pu calculer de deux manières différentes. Ici, c'est la somme. Vous avez compris, je somme. Je somme ça ou ça me donne ça. Mais je peux retrouver également le nombre de moles. Comment ça? En appliquant la loi des gaz parfaits au mélange. J'ai la pression totale de mélange, j'ai le volume total de mélange, j'ai la température, je peux retrouver, je tombe exactement sur le même résultat. Ça, c'est uniquement pour moi, pour me conforter dans mes résultats. Ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais j'ai voulu juste le refaire. Voilà. Normalement, j'ai tout fait. Je vous ai présenté tout. Et l'exercice est normalement fini. Voilà. Donc ce mélange d'hydrocarbures, c'était fort sympathique de s'entraîner sur le fait que les fractions molaires sont identiques aux fractions volumiques. Et c'était aussi intéressant d'étendre ce problème et de voir par là même euh, la première approche, c'est-à-dire à partir de la loi de Dalton, celle qui stipule que les pressions sont additives, et la seconde approche, c'est-à-dire la loi d'Amaga, qui quant à elle stipule que ce sont les volumes de chaque constituant qui sont additifs. Ils sont additifs. Bien, allons maintenant découvrir le EB3. C'est exactement à peu près le même genre de questions qui vont vous être posées. C'est un tableau qu'il s'agira de remplir, que voici, c'est un mélange gazeux idem, dans lequel il n'y a pas d'hydrocarbures cette fois-ci. Vous avez le diazote, le dioxygène et la vapeur d'eau. Et on vous demande cette fois-ci clairement, de manière explicite, le nombre de moles. Ici, ce n'a pas été demandé, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais je veux dire par là, ici, on me demande les pressions partielles dans l'atmosphère, les fractions molaires, le nombre de moles, la masse du constituant I, et enfin les fractions massiques. Bien, commençons. Alors, commençons. Nous avons pour les pressions partielles, nous avons appliqué la loi de Dalton, PI, YI multiplié par la pression totale. La pression totale. Là, ce sont les pourcentages. Commençons par écrire, ou bien par déduire, les fractions molaires. Vous l'avez compris, 0,78, 0,2 et 0,02. Les voici. Oui, d'abord, ça forme 100. La somme, ça donne bien 100. Ce sont donc des pourcentages volumiques. Et voici les fractions molaires qui apparaissent. Puis, comme tout à l'heure, appliquons la loi de Dalton. Elle va nous donner ça. Je me rends compte, bizarrement, enfin c'est pas bizarre, mais ce sont les mêmes valeurs. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que j'ai pris une pression atmosphérique, une atmosphère. C'est exactement la somme des YI, c'est 1. C'est pour ça que vous trouvez les pressions partielles qui sont exactement égales aux fractions molaires. C'est parce que dans le problème, on vous a demandé de travailler avec une atmosphère. Continuons si vous voulez bien. Nous allons à présent aller découvrir le nombre de moles. Alors, je ne vous ai pas montré, pardon, la feuille Excel. La voici. Donc, les fractions molaires, les voilà, divisées par 100. Ensuite, les pressions partielles, comme je l'ai dit, la loi de Dalton, c'est YI multiplié par la pression totale. Comme c'est en atmosphère, il n'y a rien à changer d'un point de vue unité. Donc, je fais ça pour tout le monde, c'est-à-dire pour le N2O2 et H2O. Maintenant, j'arrive au nombre de moles. Je reviens ici, pardon. Je reviens ici. Alors, le nombre de moles, comment je vais faire? On a trouvé la solution. Nous avons dit qu'il est vrai que le nombre de moles n'apparaît pas de manière explicite, mais nous pouvons la voir. Comment cela? Eh bien, en appliquant la loi des gaz parfaits. Nous savons que PV égale à N, le nombre de moles RT pour l'ensemble, mais nous avons aussi PIV, c'est égal à NI RT. Par conséquent, je l'ai compris, je pourrais trouver le nombre de moles facilement. NI, c'est PV sur RT pour le total. NIR, pardon, NI, cette fois, pardon, je vais reprendre. N, c'est PV sur RT. NI, c'est PIV sur RT. PIV sur RT, j'obtiens ces résultats. Vérifions sur la feuille Excel le nombre de moles. C'est bien PI fois V, on prend la précaution de
convertir les atmosphères en pascal, en multipliant par 100 325, et en prenant la précaution de convertir les litres en mètres cubes. Et évidemment, c'est une température absolue, donc il faut travailler en Kelvin. En Kelvin. Donc je retrouve ces résultats d'un point de vue nombre de moles, les voici. Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Oui, mais ce n'est pas la peine. Il aurait fallu pour ça calculer les volumes de tous les constituants. Le volume de N2, le volume de O2, le volume de H2O, c'est-à-dire je serais passé par la loi d'Amagat. Mais de toutes les manières, ça va redonner les mêmes résultats. Donc ce n'est pas la peine de traîner là-dedans. Alors ensuite, qu'est-ce qui m'est demandé? Les masses. Les masses MI. Je sais que MI, c'est NI fois la masse molaire. MI, petit mi, la masse du gaz. I, c'est le nombre de moles. I fois la masse molaire. Alors, je n'ai pas encore écrit quelles étaient les masses molaires, cependant, ici, je l'ai fait. Les masses molaires du N2, c'est 28, c'est 14 et 14, 28. Le O2, 2 fois 16, et H2O, c'est 18. Et je trouve, vous l'avez compris, la masse, c'est NI fois M. I, nombre de moles de l'espèce I fois la masse molaire. Vérifions. C'est bien ça. MI fois ça. Vérifions pour le second. C'est la même chose. Donc je trouve la masse MI de tous les constituants du mélange. Les voici. J'ai oublié de vous dire, j'ai calculé également la masse molaire de mélange. La masse molaire de mélange, c'est YI MI. YI, où est-ce qu'il est? YI MI, vérifions. Voilà, YI MI plus ça, plus ça. Ça me donne une masse molaire de mélange de 28,6 grammes par mol. Enfin, donc je n'ai pas mis les masses, les voici. WI, c'est-à-dire la fraction massique, c'est MI divisé par la masse totale de mélange. MI divisé par la masse totale de mélange. La masse de N2 divisé par ça, la masse de O2 divisé par ça, et enfin la masse de l'eau vapeur sur 5,845, je trouve, après deux calculs, ces résultats. Évidemment, les fractions ne dépassent jamais, enfin, pardon, la somme des fractions, c'est égal à 1, et les fractions individuelles sont toujours strictement inférieures à 1, toujours dans un mélange. Voilà, nous avons fini la première question de ce troisième exercice. Il y a une deuxième question qui va vous être posée. La voici, elle va en fait avoir trait à l'humidité de votre gaz, l'humidité relative. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Sachant que la pression de vapeur saturante de l'eau à 25 degrés Celsius, c'est 3170 pascal, quel est le taux d'humidité relative de votre gaz? Quel est le taux d'humidité relative? En fait, l'humidité relative, c'est la pression partielle divisée non pas par la pression totale, mais la pression de vapeur saturante. Mais il faut faire attention. Les pressions sont différentes d'un point de vue unité. Ici, vous avez le pascal, alors qu'ici, vous avez quoi? Vous avez les pressions en atmosphère. Et ce n'est pas fini. Quelle pression je vais considérer? Eh bien, celle de l'eau. La pression partielle de l'eau par rapport à la pression de vapeur saturante. Ben, il n'y a pas de souci. Je vais convertir ces 0,02, ces 0,02, je vais les convertir en pascal en multipliant par 101 325 pascal. Je vais faire ça. Je vais faire application numérique en pourcentage, donc je multiplie évidemment tout le résultat par 100. Donc le 0,02 fois 101 325 pascal, divisé par la pression de vapeur saturante qui est déjà en pascal, très bien. Le tout multiplié par 100, je trouve un résultat approximativement égal à 64% d'humidité relative. 64% d'humidité relative. Voilà, ceci termine ce troisième exercice. Il me reste pour la séance suivante à vous présenter l'air et on va voir pour le cas de l'air quelles seront euh, tous les principales données, la masse molaire de mélange, euh, la masse de mélange. On va aussi parler de cette ambiguïté qui pourra apparaître dans certains esprits, qui est comment distinguer la masse volumique de la concentration massique,
les deux, ce sont des masses sur des volumes. Alors, on va justement parler de ça pour ne pas avoir d'ambiguïté et savoir qu'est-ce que veut dire l'une et que veut dire l'autre. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Faites-le moi savoir à travers vos messages. Bon courage et à très bientôt, je l'espère. Merci de votre attention. Au revoir.